Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des concepts les plus fascinants, on peut le dire, de l'intelligence artificielle, les réseaux antagonistes génératifs ou GANs. C'est une technologie qui ne se contente pas de comprendre le monde, mais qui en fait apprend à le créer de toutes pièces. Regardez bien ce visage, chaque détail, le grain de la peau, la façon dont la lumière se reflète dans les yeux. Eh bien, cette personne n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Son visage a été entièrement imaginé, créé par une intelligence artificielle. C'est un exemple absolument bluffant de ce dont on parle. La machine ne copie pas, elle invente. Et là, ça soulève une question fondamentale en fait. Comment est-ce seulement possible? Comment un programme informatique passe-t-il d'une simple analyse de données à une véritable capacité de création au point de générer une réalité synthétique qui peut nous tromper? Ce n'est plus de la copie, c'est un acte de création. Pour comprendre tout ça, voilà le programme. On va commencer par l'origine de l'idée, les adversaires génératifs. Ensuite, on définira précisément ce qu'est un GAN, on verra en détail comment fonctionnent leurs fameuses compétitions, où on les trouve dans le monde réel, pourquoi c'est si compliqué à mettre en œuvre, et on terminera avec les points essentiels à retenir. Allez, c'est parti. Pour bien piger ce que sont les GANs, il faut faire un petit retour en arrière pour voir d'où ils viennent et surtout quels problèmes ils ont été conçus pour résoudre. Alors tout commence vraiment en 2014 quand un chercheur, Ian Goodfellow, publie l'article fondateur. Et à partir de là, tout s'accélère. Dès 2015, on voit apparaître les DCGAN qui ont permis de générer des images beaucoup plus nettes. Et puis en 2017, c'est l'explosion avec des modèles comme Pix2Pix ou CycleGAN qui ont ouvert la porte à des applications de traduction d'images absolument incroyables. En quelques années à peine, l'évolution était fulgurante. Mais alors, quel était le vrai problème à l'époque ? Le défi, c'était de réussir à générer de nouvelles données qui ont l'air de faire partie d'un ensemble existant, mais sans les avoir juste apprises par cœur. Les anciens modèles avaient beaucoup de mal avec ça. Il fallait une approche complètement nouvelle. Bon, maintenant qu'on a le contexte, passons à la définition. Et pour que ce soit bien clair, on va utiliser une analogie. Une analogie simple, mais vraiment très parlante. Celle du faussaire et du critique d'art. Alors officiellement, un GAN, c'est quoi ? GAN, ça veut dire réseau antagoniste génératif. Et la clé, elle est dans le mot antagoniste, parce qu'on n'a pas un, mais deux réseaux de neurones. Le premier, c'est le générateur, le second, le discriminateur. Et ces deux-là sont enfermés dans une sorte de compétition sans fin, un jeu à somme nulle, où si l'un gagne, l'autre perd. Imaginez un faussaire, un petit génie qui essaye de peindre des faux monnaies. Son seul but, c'est de réussir à tromper un expert, un critique d'art mondialement reconnu. Le critique, de son côté, passe ses journées à étudier des monnaies, des vrais et des faux, pour affûter son œil. C'est exactement ça, l'intuition derrière les GANs. Et voilà comment ça se traduit concrètement. Le générateur, c'est notre faussaire. Il part de bruits aléatoires de n'importe quoi en fait, et il essaie de produire une image qui ressemble à quelque chose. Le discriminateur, lui, c'est notre critique. On lui montre à la fois des vraies images tirées d'une base de données et les faux créés par le générateur. Sa seule et unique mission, c'est de dire vrai ou faux. D'accord, l'analogie est claire. Mais techniquement, comment ça marche cette compétition ? Comment ces deux réseaux arrivent à apprendre l'un de l'autre? Eh bien, c'est un processus fascinant qui repose sur la rétropropagation du gradient. L'entraînement, c'est une boucle perpétuelle. Première étape, le générateur crée un faux. Deuxième étape, le discriminateur juge. Il regarde le faux, des exemples réels et il donne son verdict. Troisième étape, le discriminateur apprend. Il se met à jour pour devenir encore meilleur. Et là, c'est le moment crucial, la quatrième étape. Le générateur apprend lui aussi, à partir du jugement du discriminateur. S'il s'est fait repérer, il ajuste ses paramètres pour faire un meilleur faux la prochaine fois. Et cette boucle, on la répète des milliers, des millions de fois. Et à chaque tour, chaque adversaire force l'autre à devenir meilleur. Et le but de tout ça, c'est d'atteindre un point d'équilibre parfait. Ce que les mathématiciens appellent un équilibre de Nash. C'est le moment où le générateur produit des faux tellement parfaits que le discriminateur n'arrive plus à faire la différence. Il se met à répondre au hasard, une chance sur deux. À ce moment-là, en théorie, les données créées sont indiscernables des vraies. Bon, à cette théorie. Voyons un peu à quoi ça sert dans la vraie vie. Parce que les applications sont vraiment incroyables. Ils vont bien au-delà de la simple création de visage. Une des plus grandes applications, c'est la traduction d'image à image. Au début, les modèles comme Pix2Pix avaient besoin de données appariées, c'est-à-dire que pour chaque croquis, il fallait la photo couleur exacte correspondante. Mais la vraie révolution, c'est CycleGAN. Ce modèle peut apprendre à traduire un style vers un autre sans aucune correspondance directe. Par exemple, on lui donne un paquet de photos de paysage et un paquet de peintures de monnaie, et il va apprendre à transformer les photos en tableaux de monnaie. L'exemple que tout le monde connaît, c'est celui-là, la transformation de chevaux en zèbres.
Le modèle ne sait pas ce qu'est un cheval ou un zèbre. Il apprend juste les caractéristiques d'un groupe d'images, les rayures par exemple, et il apprend à les appliquer de manière cohérente sur les images de l'autre groupe. C'est une démonstration de traduction de style absolument géniale. Mais les GAN ne font pas que des images amusantes. Leur potentiel est énorme dans des domaines très sérieux. Prenez cette application en médecine. À gauche, on a le signal brut d'un électrocardiogramme, qui est bruté, difficile à lire. À droite, un cycle GAN a nettoyé ce signal. Il l'est traduit en un signal ECG standard que n'importe quel médecin peut interpréter. C'est une application concrète qui peut avoir un impact énorme. Évidemment, si c'était si simple, ce serait trop beau. La vérité, c'est qu'entraîner des GANs, c'est connu pour être un véritable cauchemar. Cet équilibre délicat entre le générateur et le discriminateur est très fragile et peut se briser à tout moment. Les deux problèmes les plus courants sont la disparition du gradient et l'effondrement de mode. Pour le premier, c'est simple. Le discriminateur devient tellement bon que le générateur n'a plus aucune chance. Il se fait rejeter à chaque fois, le signal d'apprentissage devient nul et il arrête de progresser. Pour le second, l'effondrement de mode, c'est encore plus vicieux. Le générateur trouve un joker, une seule image qui marche à tous les coups pour tromper le discriminateur. Et du coup, il se met à produire uniquement cette image, en boucle, en oubliant toute la diversité qu'il était censé apprendre. Et cette image, elle illustre ça parfaitement. À droite, on a la cible, une distribution de points bien répartie. Et à gauche, on voit ce que fait le générateur. Au début, il explore, mais très vite, au lieu de couvrir tous les points, il converge vers un seul petit groupe. Il a trouvé la solution de facilité qui trompe le critique, mais il a complètement raté l'objectif d'apprendre la vraie distribution. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Regardons concrètement les résultats et faisons le point. Si on revient à notre exemple des signaux ECG, ce tableau est très parlant. Il mesure l'erreur de différents modèles. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Regardez la ligne du cycle GAN simplifié. Ces erreurs sont très faibles, autour de 1, 0,7, 0,5. Maintenant comparé avec Pix2Pix, où les erreurs se comptent en centaines. Ça montre noir sur blanc que pour cette tâche précise, l'approche cycle GAN était bien plus performante. Donc, pour résumer, si on devait garder 4 points en tête, ce serait cela. Premièrement, les GAN, c'est une compétition entre deux réseaux. Deuxièmement, c'est ce duel qui leur permet de créer des choses nouvelles et ultra réalistes. Troisièmement, les applications sont immenses, de l'art à la science. Et enfin, il ne faut jamais oublier que leur entraînement est un vrai défi technique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. À mesure que ces IA deviennent de plus en plus fortes pour générer du faux qui a l'air vrai, que ce soit des images, du son, du texte, la frontière entre ce qui est réel et ce qui est créé par une machine devient de plus en plus floue. Comment est-ce que notre société va s'adapter à ça? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.